Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat. Merci de nous retrouver ce samedi encore en direct. Je tiens à le rappeler en direct, en live. Nous allons parler des couples pendant ce moment de coronavirus. Vous savez que c'est très difficile aujourd'hui, l'amour. On ne sait même plus comment est-ce qu'on va exprimer son amour. C'est plus facile d'embrasser, c'est plus facile de saluer, c'est plus facile de faire un câlin, ce n'est plus facile de prendre quelqu'un dans les bras. Et ça fait qu'on est tous suspicieux. Je regardais un reportage dernièrement et une jeune dame était en train de dire, pour que j'embrasse un homme, pour que j'accepte d'aller avec un homme, il faut qu'il fasse d'abord le test du corona avant de l'embrasser, avant de le toucher. Du coup, on devient méfiant les uns avec les autres. Sauf qu'on a passé aussi un bon moment de confinement. Dans d'autres pays encore, c'est le confinement absolu. D'autres pays, là-bas, c'est grave. Hein. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester ensemble pendant le confinement. Beaucoup de gens ne se supportent pas. Beaucoup de gens ont eu des problèmes pendant cette période. Mais ce qui est quand même important à noter, c'est qu'il y a beaucoup d'autres couples qui vont profiter justement de ce moment pour se remettre véritablement ensemble. Et je suis sûre qu'au sortir de ce confinement, il y a beaucoup de personnes qui vont s'unir pour la vie. Il y a beaucoup de mariages qui se feront même juste après ce confinement. En tout cas, nous, on va parler des conséquences de cette maladie face au couple, des conséquences qui peuvent être positives comme négatives, comme quelqu'un disait, les retombées négatives ou positives du coronavirus. J'ai du mal à dire la Covid ou bien le Covid, comme c'est compliqué, je préfère rentrer dans le coronavirus. Oh, moi, je suis sûre que c'est le coronavirus. En tout cas, on en parle cet après-midi avec deux invités, deux femmes prêtes à répondre à toutes mes questions, à toutes vos interrogations, des femmes d'expérience. Madame Mouchili, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Solange, bonjour Cathy, bonjour à l'équipe technique, bonjour également à tous ceux qui nous regardent à cet instant. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos maisons. Je vous aime, Jésus vous aime. Soyez bénis. Amen. Oh. Cathy, bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Et avant de commencer, je voudrais remercier la STV et vous-même particulièrement pour le côté social de cette émission parce qu'on arrive à aider beaucoup de gens. Et la semaine dernière, beaucoup de gens m'ont contacté. Hier, j'ai reçu un couple de téléspectateurs et il y a aussi eu d'autres solutions qu'on a apportées à certaines familles. Je voudrais remercier aussi le commissaire du premier arrondissement ainsi que les sapeurs-pompiers de Ngodi pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans le cadre du travail qu'on a fait à partir de quelqu'un qui nous a contacté à travers cette émission. Donc merci beaucoup pour cette bonté de cœur. Merci de penser au bien-être des populations. Maintenant, on va parler des couples. Oui. Ceux qui me contactent souvent, ils peuvent en profiter pour écouter les conseils qu'on va donner aujourd'hui. Ouais. Madame Mouchili, vous, comment est-ce que vous avez passé ce moment, vous, en couple? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Bon, je vais vous avouer que ça n'a pas été facile, mais à un certain moment, il faut savoir pourquoi on est ensemble, il faut savoir les visions du couple pour pouvoir faire face et tenir à un certain nombre de crises qui se passent dans la maison. Bon, c'est vrai que pour ma part, moi j'ai apprécié ce moment parce que j'ai découvert beaucoup de choses, c'était beau, c'était gai. C'est vrai qu'il y a des tensions à la maison, mais on essaye de faire des efforts pour temporiser, pour que la situation redevienne à la normale, parce que c'est une période où on ne peut pas se donner un certain nombre de libertés comme on le veut. On est obligé de rester là, de faire avec ce qu'on a à la maison. Alors pour faire avec ce qu'on a à la maison, on se dit bon, ok, beaucoup de souplesse, beaucoup de patience, beaucoup de tempérance. On essaye de se remettre
de se rabaisser quand l'autre est sous tension. On essaye de ranger, de recadrer les enfants, on les encadre, on essaie de donner une certaine gaieté dans la maison pour que le climat soit un climat vivable. Parce que sinon, vous claquez, vous remettez tout en cause, vous pensez immédiatement à vous séparer lorsque les choses se remettront ensemble. Moi, particulièrement, c'était des moments trop intenses. Ce sont des moments intenses. Et c'est la gaieté, les enfants sont là, le mari est là, on est à table, on fait à manger, on rigole, on prend le temps de jouer avec les enfants, de bavarder avec les enfants, d'un certain nombre de choses. On prend le temps de remettre les pendules à l'heure. Disons, on prend le temps de recadrer les dérapages des uns et des autres. Et on fait des efforts pour que, malgré les tensions qui sont, on essaie de se remettre, et on se remet rapidement, parce qu'il faut que la joie soit dans la maison, sinon le climat devient invivable. Pour le moment, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Wow. Il faut être très attentionné, il faut être très prévenant pour éviter que la tension, que la vie soit invivable dans le couple. Cathy, vous avez face à vous des couples qui viennent vous voir, des couples qui n'arrivent malheureusement pas à s'entendre pendant cette période. Qu'est-ce que vous leur dites généralement? La première chose que je demande à ces couples, c'est d'être calme. Parce que parfois, il y en a qui me réveillent. En général, c'est les téléspectateurs de ça débat qui me réveillent. Et certains me parlent comme si c'est moi qui leur avais donné mes enfants en mariage. Et ils me donnent le tomatum. Ils veulent me voir très rapidement. Donc je demande à ceux-là d'être calmes parce que je comprends que ce n'est pas facile de se retrouver en face de quelqu'un avec qui on ne s'entend pas tous les jours. À longueur de journée, ils sont là. Bon, ce que je dis aussi, c'est qu'il y a un problème d'organisation. Parce que quand on essaie de demander aux uns et aux autres qu'est-ce qu'ils font de leur journée, même à la maison, on voit que beaucoup s'ennuient. Tellement ils n'ont rien à faire que finalement, ils se retrouvent, ils deviennent nerveux. Bon, or, si on a un programme dans la journée, on ne sort pas, c'est beaucoup, c'est vrai. Encore que ici, le confinement est partiel. Dans la journée, il faut avoir un programme bien précis. On sait que quand on se lève le matin, on va faire telle chose. Si je finis de faire telle chose, à midi, je ferai telle autre. À 16h, je ferai telle autre. Je vais me réveiller peut-être, je vais me reposer peut-être à 16h30. La journée est pleine. Donc, ça fait qu'on ne pense pas aux choses négatives. Or, beaucoup de gens se lèvent le matin, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien programmé. Peut-être quelqu'un attrape un film, quand il finit de regarder le film, il n'a plus rien à faire, il est nerveux. Et donc, ça, quand on pose la question au couple, on remarque que c'est comme ça. Et on voit aussi qu'il y a des rancœurs. Il y a beaucoup de rancœurs. Vous voulez dire que les couples n'étaient pas prêts à vivre ce moment? Non, qui était prêt? Personne n'était préparé. Quand je dis n'était pas prêt, c'est-à-dire de vivre ensemble dans la même maison pendant un moment, normalement, tout couple devrait être heureux d'être ensemble. Oui, bon, maintenant, c'est le contraire qu'on voit souvent. On devrait être heureux d'être ensemble. Maintenant, les gens sont tellement occupés à d'autres choses qu'ils se retrouvent seulement pour un peu de temps. Après, ils partent dormir. Le lendemain, c'est le même rythme qui recommence. Donc, beaucoup n'étaient pas préparés à se retrouver avec leur conjoint. Si bien que les rancœurs qu'ils avaient avant, des malentendus et tout ça, surgissent. Et ils ne savent comment les gérer. Je voudrais encore rappeler qu'à la base, nous avons pratiquement tous les mêmes problèmes. Mais c'est la manière de gérer nos problèmes qui nous différencie. Parce que je peux avoir en face de moi quelqu'un qui est nerveux. Mais si je ne sais pas gérer sa nervosité, on va avoir des problèmes tout le temps. Il y en a qui ont tellement maîtrisé leur conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, qu'on ne ressent pas le problème, alors que en fait le problème existe. Je voudrais donner un exemple. Il y a une dame qui avait fait des enfants avec un monsieur. Et ils se sont séparés. Le monsieur a épousé une autre femme. Et la dame avait l'impression que son épouse, sa nouvelle épouse, l'avait charmée. Parce qu'elle disait qu'elle a eu beaucoup, c'était un certain nombre de problèmes qu'elle a eu avec le monsieur et sa famille.
Mais elle s'étonne que la dame, curieusement, arrive à le maîtriser. Donc ça veut dire que celle-là, elle doit bien pratiquer. La dame me dit non. Tout ce qu'elle dit est vrai. Ce monsieur, mon mari n'a pas changé. Même sa famille n'a pas changé. Mais moi, je les gère autrement. Vous voyez que c'est la manière de gérer nos problèmes qui fait la différence. Surtout que chacun dans la vie est à la recherche de quelque chose. Tout à fait. Et quand vous tombez sur la bonne personne qui vous fait comprendre des choses, vous restez, oui, si vous ne trouvez pas, même si elle fait n'importe quoi, malheureusement, vous partez. Oui, parfois aussi, il faut savoir apprécier l'autre. L'expérience que j'ai avec les couples, c'est que quand je les écoute, je vois qu'ils ont tout pour être ensemble. Mais ils n'arrivent pas à s'apprécier. Parce que ce que certaines femmes recherchent, par exemple, un homme attentionné, un homme qui explique ce qu'il a, un homme qui s'occupe des enfants, qui est dans les petits détails. D'autres ne les apprécient pas. Hein. Ils pensent qu'il est trop pointilleux, il m'étouffe et ainsi de suite. Donc il faut savoir apprécier l'autre, ce qu'il nous apporte. Ça aussi, ça crée des problèmes, beaucoup de problèmes dans les couples. Parfois aussi, on remarque que, je dis à certains, vous êtes trop nombreux dans votre couple. Il y a les amis, il y a la famille, il y a les voisins, il y a les ex, il y a tout le monde se retrouve en train d'avoir un rôle à jouer dans le couple. Ça aussi, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, il faut essayer de mettre un peu d'ordre. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Ça fait qu'on finit par ne pas ressentir cette sensation d'étouffement. Or, quand on n'a pas cette discipline-là, on a l'impression qu'on étouffe, on est malheureux, alors qu'en fait, on ne devrait pas l'être. Il y a aussi notre problème. Les gens ont du mal à communiquer avec douceur et respect. Et parfois, même dans la dispute, ils se disent tellement de choses. Mais comme ils sont sous le coup de l'émotion, ils ne s'écoutent pas. C'est-à-dire, on se parle, mais on ne se comprend pas. Chacun dit à l'autre ce qu'il a dans son cœur. Mais tellement ils sont dans l'animosité qu'ils ne comprennent pas. Alors que la solution à leur problème, ils sont déjà en train de l'exprimer dans la dispute. Donc, c'est pour ça qu'il faut être calme, il faut être posé. Parfois, il faut prendre un peu de recul et réfléchir. La nuit porte conseil. Si on n'a pas pu s'entendre, on s'est beaucoup disputé, il faut qu'on essaie d'être calme. Qu'est-ce que l'autre m'a dit? On va finir par comprendre que dans nos disputes-là, on se dit des choses très importantes. Oui. Madame Mouchili, aujourd'hui, s'il fallait donner un conseil, par exemple, aux jeunes couples qui nous regardent et qui n'ont pas, malheureusement n'arrivent pas à s'entendre pendant cette période, dans les couples où il y a la guerre, une guerre qui peut être parfois taxée de guerre froide. Vous êtes avec quelqu'un, c'est votre vrai ennemi, mais vous n'arrivez pas à dire, un peu comme la guerre froide qu'il y avait entre les États-Unis, l'Est et l'Ouest. C'était pas une guerre, genre avec les armes, mais on savait qu'il y avait une guerre qui existait quelque part. Vous leur dites quoi? Comment ramener la paix à ce moment? Souvent, je vais d'abord dire, dans un premier temps, vous avez posé la question à savoir si les couples étaient préparés à vivre ces moments-ci. Je ne pense pas que ce soit un problème, que le confinement, la période de confinement soit un problème pour les couples. Tout au contraire, ça devrait être une période de joie, d'amour, de gaieté. Ça devrait être une période où les couples allaient vraiment se ressaisir, pour renforcer plus leur amour. Parce qu'ils n'ont pas assez de temps, comme Cathy l'a dit, ils n'ont pas assez de temps de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Ils n'ont pas assez de temps de pouvoir se comprendre. À peine peut-être on est marié, on est en train d'aller au travail, on n'a pas assez de temps pour rester avec monsieur et madame à la maison. Je crois que c'est le moment pour les couples de pouvoir renforcer leur amour, de pouvoir comprendre pourquoi ils sont ensemble, de pouvoir redéfinir en fait leurs objectifs, leur vision du couple. C'est le moment pour les couples de montrer à leurs enfants, de donner de l'amour à leurs enfants. C'est le moment pour eux de bien éduquer leurs enfants, de s'occuper de la maison, de s'occuper de monsieur, de s'occuper de madame, de s'occuper des enfants. Ça ne devrait pas causer un problème
moi, à mon avis, hein, ça ne devrait vraiment pas poser un problème. À moins que vous ne soyez à couteau tiré, à moins qu'il y ait cette guerre froide dont Solange vient de dire, que soit vous vivez avec un ennemi dans la maison, mais vous avez de la peine à vous défouler, vous avez de la peine à déclarer à cet ennemi que, en fait, vous ne le voulez pas. Bon, moi, sincèrement, ça ne devrait pas exister. La guerre froide, ça ne devrait pas exister dans le couple. Même si il y a des circonstances qui vous amènent à être froid, parfois dans le couple, je crois qu'il faut rapidement, vite balayer d'un revers de main cette circonstance pour que l'harmonie revienne dans le couple. Parce que quand vous mariez, ce n'est pas pour vivre une guerre froide, ce n'est pas pour vivre dans le mécontentement, ce n'est pas pour vivre dans le mal, c'est pas pour être malheureux, c'est pas pour être dans la détresse, ou bien c'est pas pour que l'autre vienne vous crier, vous menez la vie dure. Non, c'est pas pour ça. Quand on se marie, on se dit, bon, voilà la personne pour qui peut-être mon cœur a vibré, voilà la personne pour qui je pourrais mettre tout en œuvre, quel que soit ce qu'il va me faire. Je vais essayer de ne pas prendre ça en considération parce que j'éprouve de l'amour pour lui, j'ai un sentiment, j'ai de l'estime pour lui. Ces défauts doivent être pour moi des qualités. Je dois transformer ces défauts en qualités. Les défauts que je trouve pas trop bien pour le couple, je peux l'amener à prendre conscience de ce qu'il est en train. Parfois, on a des défauts et on ne se rend pas compte qu'on cause du tort à l'autre. Si ce défaut fait à ce que l'harmonie dans le couple, entrave l'harmonie dans le couple, il vaut peut-être mieux de ramener l'autre en lui faisant comprendre que, attention, ce comportement n'est pas bien. Est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire... On essaie de l'amener un peu à la raison, et je crois que chaque fois que il répète ce comportement, et vous essayez de le ramener, tôt ou tard, il finira par comprendre qu'en fait, si il aspire à vivre avec vous, il finira par comprendre que c'est pas bien, il faut que j'essaye de changer. Donc, oui. Madame Julie, vous voulez dire que si on s'est marié pour de véritables raisons, comme vous êtes en train de parler de l'amour, si on s'est marié pour de véritables raisons, en principe, on devrait être préparé déjà, même à vivre le conflit, toutes les situations. Le mariage, ce n'est pas que j'ai vu la poche de l'homme, j'ai vu le physique de l'homme, j'ai vu son intellect, j'ai vu ses qualités. Non. Le mariage, c'est quelque chose, vous vous apprêtez à accepter l'autre avec ses défauts. Je crois qu'on a parlé de ça ici dans nos débuts, hein, les qualités d'un couple. On a parlé de ça. Vous recevez, c'est parce que vous avez trouvé en lui quelque chose que vous n'avez pas, que vous unissez à lui. Et si vous acceptez vous unir à lui parce qu'il a tel défaut, telle qualité, c'est pour transformer cela. Ça permet à ce que lorsque il y a cette guerre froide, vous essayez quand même de remonter la pente pour que l'harmonie revienne dans le couple et que vous continuez à vivre normalement. Mais je repose la question à Cathy et à vous. Vous allez répondre tout à l'heure. J'ai posé cette question la semaine dernière, mais je suis heureuse de reposer encore cette question parce qu'il est important que les uns et les autres notent ce qu'on est en train de dire. On devrait se marier, pourquoi? Sans hésiter, je dis par amour. On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime. On n'épouse pas quelqu'un pour aller poster des publications sur Facebook. J'ai lu quelque chose qui m'a amusé. Une dame faisait une publication dit que les femmes nouvellement mariées dérangent souvent. Dès qu'elles se marient, on voit sur leur profil Solange Béal épouse telle, Catherine Eton épouse telle, Mouchiri né. Après quelques temps, c'est même plus la même chose. On voit la fille de Dieu, machin. Quand ça commence à chauffer, on ne se marie pas pour montrer aux autres qu'on s'est marié. On se marie par amour parce qu'on a envie de faire la vie avec la personne qu'on est en train d'épouser. Mais quelles sont les étapes pour arriver au mariage, Cathy? Déjà, quand on rencontre quelqu'un, la première étape, c'est la passion. La passion, on a vu quelqu'un, on l'aime beaucoup, on est attiré, la personne a fait des défauts. Même quand parfois on voit des signaux, on se dit que non, ça va, c'est rien. Il y a une de mes amies qui m'avait dit qu'un monsieur était allé douter sa femme. Et dans la famille, il a dit que
moi, si il reste en Inde, hein, si une femme me dérange, je la fouette. Les gens de la famille disent à la fille que celui-ci qui est en train de parler comme ça, on voit que la fille dit non, c'est pas grave. Est-ce qu'elle peut parler de ça? Est-ce qu'il peut venir parler de ça dans la famille et tout? Et effectivement, quand il y avait des problèmes, il a fouetté. Donc il y a des signes qu'on nous donne. Et elle s'y plaisait, peut-être. Elle s'y plaisait où? Qui peut se plaire dans les coups de poing? Non. C'est pas qu'il n'y a personne qui peut se plaire dans un coup de poing avec l'œil au beurre noir. Il y a des femmes non. comme ça. Non. On avait dit que le coup de poing n'est pas amical. Donc non, les boxeurs, là. Même les boxeurs, non. Le coup de poing. Non, je voudrais qu'on s'arrête d'abord un petit moment. Les gens qui disent qu'il y a les femmes qui aiment qu'on les tape, elles ne veulent pas la bastonne. Est-ce que lorsque vous tapez votre enfant, c'est pour le tuer? Est-ce que c'est pour le rendre borgne? Je vous dis qu'il y a des hommes qui prennent le fouet. Ils tapent leur femme comme si c'était l'animal. Qui peut être fier de ça? Quelle est la femme qui aime qu'elle saute de la maison et porte des lunettes parce qu'elle ne peut pas? Ça n'existe pas. On est obligé. Peut-être les femmes aiment les petites tapes, une petite gifle. Il y a des femmes qui aiment une petite gifle, une petite brutalité. Mais il n'y a personne qui peut accepter qu'on a tordu sa main, son pied, et le lendemain on refait la même chose. Il y en a qui aiment ça, malheureusement. Non, il n'y a pas. Je vous dis qu'il y a des femmes qui, elles vont te dire, non, je suis bien quand mon mari m'a tapé. Non, ce n'est pas la qualité de taper. Solange, quand il ne m'a pas tapé, je provoque la bagarre dans la maison. Cathy, on est d'accord. Il y a des femmes comme ça. Non, Cathy, on est d'accord que ce n'est pas arrivé jusqu'au point où elle peut perdre sa vie. Je dis qu'il y a des femmes comme ça. Je dis que ça ne peut pas être arrivé au point où tu peux perdre ta vie. Faites une enquête. Jusqu'à tu peux perdre. Non. Il y a les petites tapes. Les petites tapes, ils me giflent en passant. Il y a des femmes qui aiment ça. Ils s'énervent et puis après on fait la paix. Je vous dis que, donc ça veut tout simplement dire qu'une femme qui aime que son mari la tape, comme vous dites, peut prendre un couteau et se percer elle-même la peau. Parce qu'en ce moment-là, c'est une malade mentale. Bon, ça on ne peut pas considérer que c'est un être humain. Elle est malade, elle doit aller se soigner. Il y a des femmes qui aiment quand on tape sur elles. Pas à ce niveau-là. Non, pas à ce niveau-là. Il y a des couples. Il y a des couples qui sont déjà arrivés à ce niveau, mais après ils se sont remis. Après, ils se sont remis. Ah oui. Il n'y a aucune femme qui a été battue presque à mort et qui est restée avec son mari. Cathy, vous êtes assistante sociale. Ça dépend, vous le savez. Ça dépend de l'amour que cette femme porte pour Quel amour? Non, elle va te dire que j'aime mon mari. Et ne tentez pas. C'est pas son problème. Elle veut vivre avec son mari. C'est pas son problème. Elle veut vivre avec son mari. Il y a des femmes comme ça. Et ne tentez pas de les séparer. Ça, vous allez rester. C'est des histoires. Vous allez rester. C'est une femme. Vous allez devenir de mauvaises personnes. C'est une femme qu'on doit amener à l'hôpital. Non seulement le psy doit s'occuper d'elle, mais on doit amener à l'église et on verse plein d'huile d'onction sur elle et on prie pour elle parce que là où elle est là. Non, mais c'est vrai, c'est une folle habillée. Il y a un truc qui ne va pas. D'ailleurs, même l'homme qui se met à taper sur sa femme, même pas sa femme, je le dis. C'est pas normal qu'on tape sur la femme. Il ne l'aime pas parce que la Bible dit la femme est la chair de ta chair et l'os de tes os. C'est pas normal, mais un homme va te dire, quand elle s'amuse, quand elle me fait, je tape, je donne un coup de poing. Est-ce que tu te tapes toi-même? Lorsque tu te fais du mal, toi l'homme, oui. Bon, ça c'est la question qu'il faut poser à l'homme. Voilà. Pour qu'il comprenne que lorsque la femme a réagi comme elle a réagi, ça ne vaut pas la peine qu'il porte la main sur la femme. Voilà. Cathy, donc vous disiez qu'il y a des signes avant-coureurs. Oui, il y a des signes. Il y a même beaucoup de signes. Mais comme c'est la période de la passion, on ne veut même pas que l'autre sache qu'on peut lui reprocher quelque chose. Nous-mêmes, nous sommes irréprochables. Si bien qu'on laisse passer beaucoup de choses qui ressurgissent donc quand le mariage, la vie de couple devient. Donc vous disiez que les phases, il y a d'abord la phase de la passion et ensuite. Après la phase de la passion, il y a la phase de démystification. Bon, peut-être que je brûle une étape, mais la phase de démystification, c'est que les couples se découvrent. Chacun voit en fait qui est l'autre. Et puis, c'est là où on pense que l'autre se cachait qui il était. En fait, il se cachait parce qu'on était attentif. Et puis,
on découvre les qualités et les défauts de l'autre. Il n'a pas forcément changé. Mais ce qu'il nous montrait avant, nous, parce qu'on était passionnés, on n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu prendre ça en compte. La fête de la passion n'est pas forcément mauvaise, elle n'est même pas mauvaise du tout, parce qu'elle nous permet de rêver, elle nous permet de vivre des moments de bonheur intense. Maintenant, il ne faut pas qu'elle nous aveugle, parce que c'est là où beaucoup de gens sont souvent aveuglés. Quand on passe ces bons moments, on se dit, hop, allons directement se marier. Parce qu'on pense qu'on a alors trouvé l'homme de notre vie, on est quelqu'un qui nous traite comme une reine, lui-même il est traité comme un roi. Et l'autre phase vient les trouver dans le cadre du mariage, quand il faut consommer le mariage, quand il faut le vivre au quotidien. Ah, c'est là où j'ai ma soeur qui dit souvent qu'on montre à quelqu'un la face de 100 francs qui a les deux. Le revers de la médaille. On découvre donc véritablement à qui on a affaire. Et on commence à se demander que est-ce que c'est la même personne que j'ai connue il y a quelques mois? Et oui, c'est la même personne. Parfois aussi, on n'a pas envie que cette passion finisse. Parce qu'on a toujours envie de vivre les rêves. Il y a des invités de sa débat, un jeune qui avait dit un jour qu'il avait eu des problèmes avec sa copine parce que quand ils étaient dans cette phase-là, ils partaient manger au restaurant et ainsi de suite. Parfois, les femmes continuent à rêver. Quand ils arrivent à la maison, je ne prépare pas, allons manger au restaurant. Monsieur dit que non, maintenant, il faut quand même que tu passes dans la cuisine. Et ça commence aussi à poser des problèmes. Il y en a qui ne traversent pas cette étape. Il y en a qui sont très rattachés à leur famille. Nous, les femmes, nous avons quelque chose. Quand on est fiancé, on passe tout le temps chez le fiancé. Une fois qu'on est marié, on fait le contraire. On commence à passer beaucoup de temps dans la famille. Les hommes ont aussi quelque chose. Ils aiment leur match de football. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Parfois, ils aiment aller jouer. Quand il y a un match, quelqu'un va vous dire que le match, je ne peux pas regarder à la maison. Ça n'a pas le même effet, ça n'a pas le même goût, comme on dit souvent. Il faut aller le regarder soit au bar, soit avec des amis. Après, quand il finit le travail, il a envie d'aller au bar, il a envie d'aller faire ci, parfois même, comme les hommes ont souvent plein de copines avant de se marier, il ne veut pas les épouser toutes. Et il a envie d'aller consoler les autres copines qui sont restées au quartier et tout ça. Tout ça, ça crée des problèmes. Et ça fait que les couples n'arrivent pas finalement à les gérer. Les femmes mariées, parfois, se retrouvent en train d'envier celles qui ne sont pas mariées parce qu'elles voient leur bonheur, elles voient leur épanouissement, elles voient leur liberté. Et ça les dérange. Donc, il faut savoir que quand on épouse quelqu'un, la période de la passion, là, ça nous permet de... vraiment, ça rafraîchit notre cœur, ça nous aide énormément sur le plan mental. Mais on doit être vigilant. Et on doit savoir que quand on se retrouve donc en face de notre conjoint, on a affaire à un humain imparfait. Et l'imperfection fait en sorte qu'on ait des qualités et des défauts. Et le mariage, c'est le lieu par excellence où il faut pardonner. La première chose qu'il faut apprendre à faire, honnêtement, c'est pardonner. J'ai dit l'autre jour en direct que je faisais que le mariage, c'est même le sacrifice. Vous êtes d'accord avec beaucoup de cela? Oui, beaucoup de gens m'ont dit non, ça peut pas être le sacrifice. Beaucoup de sacrifices. C'est pas que le sacrifice. J'ai dit, ça doit être le sacrifice. C'est sacrifier une bonne partie de notre orgueil. Oui, oui. Surtout, hein, Madame Chili, excuse-moi, l'orgueil. Vraiment, vous avez dit quelque chose qui est très important. L'orgueil. Parce que j'ai vu dans des couples, pas plus tard que récemment, une épouse me disait que son défaut, c'est qu'elle est très orgueilleuse. Les orgueilleux ne vont pas loin. Parce qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. L'orgueil détruit le couple. C'est-à-dire, quand mon mari me dit que je n'aime pas telle chose, je me demande que moi, comment on peut me dire ça? On a ici... le diplôme que j'ai là. Avec tous les diplômes et tout ça. Non, Cathy, on s'arrête d'abord un instant. Je parle comme une femme orgueilleuse. Moi, Solange Béala, moi si, que tout le monde, les hommes draguent tous les jours, machin, j'ai laissé tous ces gars-là pour venir avec toi. J'accepte de m'humilier pour toi. Tu as même d'abord quoi? Avec le diplôme, je suis allée à l'école, je suis suivie, je suis cela. Moi, cadre supérieur d'entreprise, avec derrière moi près de 150 personnes que je commande. Moi si, directrice de générale. Si tu voyages encore pour aller en France, c'est grave, hein? Self-made woman. Moi si, je suis à la place des femmes orgueilleuses. Moi si,
J'ai bâti mon entreprise seule. Quand tu m'as trouvé, je payais ma maison seule. Je m'occupais de mes enfants seule. Je faisais tout seul. Aujourd'hui, un homme vient se placer. Il commence à me gronder. Tu es malade, ça ne va pas dans ta tête, ça ne va pas. Moi, si tu n'es pas prête pour le mariage, on te dit... Oui. Tu n'es pas prête. Ah, ça, Solange, je suis d'accord. On le dit en rien, mais c'est exactement la vérité. ce qui arrive. Sinon pire, hein? Ouais. Sinon pire. J'avais déjà dit ici que quelqu'un avait donné l'exemple d'une avocate qui passait son temps à citer des tests, des lois. Quelqu'un lui dit quelque chose, la loi numéro tel dit que tel numéro tel, elle s'est retrouvée avec 5 enfants, avec 5 pères différents. Et c'est ce qui arrive. Les longues bouches. Voilà. Parfois, je suis la fille de tel. Si je suis la fille d'un ministre ou d'un président de la République, je vois comment quelqu'un est en train de me parler. Moi, la fille de tel, on me parle comme ça. Parfois aussi, c'est une question de tribu. Nous, on a ici, chez les Bélois, hein, on a dit que je suis fille de Bali. Je suis quand même une noble Banganté. Je suis quand même de la famille royale de... Hein, mon père était quand même le roi. Mon père était le chef. Donc, tu ne peux pas me parler n'importe comment. Mais regarde-toi. Quand les vrais gens parlent, tu parles. Votre tribu, les gens qui passaient le temps à marcher nus, à manger avec les mains, nous on était les dignes. Nous les blancs sont arrivés d'abord chez nous en premier, avant d'arriver chez... Mais ça, c'est des choses qui se passent dans les mariages, je sais. Oui. Ça se passe, sinon c'est pire, hein. Les gens vont très loin. Et puis parfois, il y a un qui finit par se taire. Oui. Et quand il y a un qui se tait, il faut faire attention. Il faut faire attention, ça veut dire que même si, quand l'un se tait, l'autre dit, oh, bien gagné, ça veut dire qu'elle a compris qu'on ne peut pas dire n'importe qui, n'importe quoi à n'importe qui. Pourtant, vous revenez supplier après. Il est en train de commencer déjà, et les hommes ne perdent pas le temps. Oui. Il a déjà une autre femme quelque part. Il est en train de calculer que j'avais laissé Solange là-bas. Il regrette que... Non, et quand les hommes savent se rabaisser, hein, quand il revient chez Solange, même si on dit que ton cœur est fait de marbre, la manière dont il va te prendre, tu te plies. Oui. Et celle qui passait le temps à l'engueuler va voir qu'il est heureux. C'est elle qui va le regretter. Madame Mouchili, le sacrifice, pour vous, c'est quoi? Solange, le mariage, c'est pas donné à n'importe qui, à tout le monde. On a dit c'est quelque chose de sacré. Donc ça fait que quand vous voulez vous marier, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Vous devez tenir compte de beaucoup de choses. Cathy a parlé de la passion tout à l'heure. Bon, je dis passion. Quelque part, je redoute cette passion parce que lorsque on est d'abord animé par la passion dans un premier temps, on va détruire la suite. On peut être passionné parce que le monsieur a de l'argent, il est beau, il est issu d'une grande famille, il est issu de la famille des riches, on s'est dit non, il faut que je m'accroche, je peux même aller chez les marabouts parce que je veux attraper cet homme. Mais lorsque la réalité arrive, on ne peut plus tenir face à ces engagements. Je me dis, en plus de cette passion-là, que lorsqu'on veut se marier, il faut laisser parler son cœur. Malheureusement, cette passion prime. Cette passion prend le dessus, de telle sorte qu'on n'arrive plus à s'écouter, on ne veut plus écouter son cœur, on ne veut plus écouter des personnes avisées par rapport au malheur que vous allez rencontrer plus tard. On se dit non, il est beau, il a de l'argent, je m'accroche à lui, je le marie, je ne peux même plus écouter ce que mon fort intérieur me dit. Je ne peux plus écouter ce que les parents disent, je ne peux plus écouter ce que les conseils en fait. Et lorsque on n'a pas écouté son cœur, à la fin, le désastre, c'est ce que nous vivons. L'orgueil arrive quand on n'a pas pu vivre ce bonheur que cette passion-là présageait. On n'est pas dans l'extase, on n'est pas dans ce confort, on n'est pas dans ce qu'on voulait.
ça devient autre chose. Et la passion vient aussi aveugler. Ça fait que on ne se prépare plus au mariage. On ne se prépare plus à cette vie à deux. On ne s'imagine pas qu'un jour, il faudrait que je fasse ci, je fasse ça. La femme, elle oublie le rôle qu'elle doit jouer pendant le mariage. Elle se dit que le mariage, c'est le viens reste. Elle se dit, c'est le genre, non, il a le chez lui, je vais m'installer chez lui, on va aller au resto, on va faire des petits mets légers, on va manger. Mais quand le mariage est déjà là, ça suppose que femme, toi, tu es avocate, tu es président de la République, tu es directrice d'entreprise, tu es je ne sais pas trop qui, tu es ministre, vraiment, enlève ce chapeau. Tu mets de côté quand tu es à la maison. Si vous voulez que votre couple tienne, quand vous êtes à la maison, madame, votre échelle de valeur, mettez ça de côté, occupez-vous, prenez la place de la femme. Qu'est-ce que je dois faire en tant que femme dans la maison pour que mon foyer tienne? Je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de la maison, je dois regarder autre chose. C'est nous qui jouons la partie, hein. Ce n'est pas l'homme, lui il s'en fout. Vous allez faire ce que vous allez faire, c'est pas son problème. À ce moment, si vous ne faites pas bien, il ira dehors. Mais ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ça ne donne pas une force aux hommes en disant que c'est aux femmes de faire des efforts et aux hommes ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Quand vous êtes à la maison, dans un couple, je vous assure, si la femme dégame un peu le foyer en l'air, lui va partir. Oui, mais est-ce que lui, il doit connaître son rôle. Oui, il doit jouer ce rôle dans la maison. Le rôle justement des hommes. Mais l'homme doit s'occuper de sa femme. On se rend compte aujourd'hui que malheureusement, les hommes ne savent même pas quel est le rôle de mari auprès des femmes. Et justement, ça rentre dans la préparation au mariage. Lorsqu'on se rencontre, tout à l'heure, là, on parle. Il y a tout ça. Vous aspirez à vous marier. C'est pour moi de consulter, par exemple, les personnes les plus âgées pour qu'on donne des conseils de mariage. Parce que si vous n'êtes pas préparé à ça, on se lève, on a rencontré l'autre, on tombe, c'est la vie. Mais est-ce qu'on est préparé? Est-ce que la mère ne doit pas éduquer son fils? Mais c'est pourquoi je suis en train de dire, Solange, quand vous aspirez à vous marier, il faut prendre les conseils de mariage. Comment est-ce que je dois me comporter en tant que femme? Comment est-ce que je dois me comporter en tant qu'homme? Vous savez, et il faut avoir la grâce pour pouvoir rencontrer des personnes ou des personnes qui vous donnent des conseils, hein, surtout chez les hommes. Parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire non, bon, celle-là, tu vas peut-être lui donner à manger. Si tu trouves une femme là dehors, tu vas avec elle, tu vois un peu. Si la personne qui donne le conseil, s'il n'a pas pu tenir son foyer, vous croyez que quel genre de conseil va donner à l'homme? Il pourra pas. Le seul conseil que je vois qu'on donne aux hommes souvent, c'est qu'ils s'occupent. Mais malheureusement, aujourd'hui, les femmes également s'occupent. C'est-à-dire, les femmes ont des moyens. Lorsque parfois tu pars souvent en mariage, tu as plus d'argent que ton mari. Oui. Donc, le rôle n'est plus vraiment de s'occuper. Mais seulement, les hommes n'ont pas perçu quelle est leur vie. On leur a pas appris. On leur a dit, c'est toi le chef de famille. Elle parle fort, tu tapes. Elle parle fort, tu fais ci. On a même appris à l'homme, surtout chez nous en Afrique, qu'elle s'amuse, tu la remplaces. Moi, j'ai reçu un invité sur le plateau un jour. Il me dit que chaque fois que ma femme gueule à la maison, il dit, tu t'amuses, je prends une deuxième femme. Parce qu'on avait signé en polygamie, mais je n'ai pas une deuxième femme. Mais chaque fois qu'elle essaye de faire, je lui fais le chantage. Et je lui dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal, monsieur. Il dit que oui, c'est comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que toi tu fais? Parce qu'il faudrait que dans le mariage également, que l'homme ait peur de perdre la femme et que la femme aussi ait peur de... Que les deux s'aiment au même niveau. Madame Julie, excuse-moi. Je voudrais dire ceci. Les femmes même, quand on leur parle de la polygamie, que ce n'est pas une bonne chose, c'est les femmes qui tirent sur nous. Hein. Les femmes trouvent qu'il n'y a pas de problème parce que beaucoup de femmes aiment aller prendre le mari de quelqu'un d'autre. La polygamie, nous-mêmes, peut-être les familles encouragent, mais d'autres femmes aussi encouragent les hommes. Oui, quand vous sortez d'une famille de polygamie, bon, vous vous dites, c'est normal que j'aille dans la polygamie.
Vous voyez un peu, mais de Au prime départ, abord, les gens on ne sont perçoit pas traumatisés. encore, on ne perçoit pas encore les problèmes que pose cette polygamie. C'est lorsque vous êtes dans ça que vous essayez un peu de comprendre son jour pourquoi on me disait non, 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 non. Par rapport à ce que Solange disait, que l'homme dit tu t'en veux, je prends une autre. Ça dépend de la société dans laquelle il a vécu. Si autour de lui, il voyait comment les choses se passaient, bon, lui, il va répéter la même chose. C'est pourquoi au départ, il faudrait que les deux parties vraiment essayent de se remettre en question. Qu'est-ce que moi je dois aller faire dans le mariage? Qu'est-ce que je vais faire avec mon épouse? Qu'est-ce que je vais faire avec mon époux? Comment est-ce que je dois faire à ce que tout aille mieux ou bien? C'est les questions, malheureusement, c'est les rares questions qu'on se pose parfois. On est aveuglé par la passion, on se dit non, tout va aller, il y a l'argent, il y a ceci, il y a cela, mais on ne se pose pas les véritables questions. Qu'est-ce que je vais faire dans mon foyer, dans mon couple? Est-ce que je vais pour la souffrance? Est-ce que je vais pour créer de l'harmonie dans mon foyer? Si vous répondez à ces questions, je vous assure, vous allez jouer à ce que vous-même vous êtes dites. Hein? Se produisent. Si vous ne vous êtes pas posé cette question, vous allez rentrer, vous allez commencer à faire comme on fait souvent, on prépare, l'homme a mangé, les enfants sont là, mais au juste, je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux pour mon époux? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Lorsque on s'est assis, on s'est posé cette question, on se dit, ok, je veux le bonheur. Pour que je vive ce bonheur, qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me comporter? L'homme, quand vous répondez, si c'est la femme qui répond à cette question, elle va jouer à ce que son mari, elle va jouer à ramener son mari dans la posture où tout doit marcher dans la maison. Mais si elle se dit, bon, ok, je vais détruire mon foyer, elle va se mettre à faire tout ça. L'homme lui-même doit comprendre que si ça tient à la maison, c'est parce que lui, il est devant. Il doit s'occuper de la femme. Il doit être attentionné. Il doit... Je ne sais pas comment... Parce que, Madame Mouchili, malheureusement, on a vu des femmes dignes. On a vu des femmes classe. On a vu des femmes sages. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit son église, son foyer. Mais malheureusement, elles étaient avec des hommes fous. C'est-à-dire, malgré leur douceur, leur tendresse, leur amour, elles n'ont pas réussi. Parce que vous ne pouvez pas, à cause de l'amour, à cause de votre douceur, à cause de votre tendresse, redresser un homme qui, lui, n'a rien connu au préalable du mariage. Solange, je suis d'accord avec ça. Mais la semaine dernière, on avait déjà parlé de ça. J'ai dit que les hommes ne savent pas parfois apprécier l'or qu'ils ont entre les mains. Ce n'est pas la faute de la femme. Ce n'est pas la femme qui sera malheureuse. Elle va peut-être souffrir pendant un temps. Mais c'est la faute de l'homme. La femme joue son rôle. Nous, on nous apprend que dans le cadre du travail social qu'on fait, que c'est la femme qui booste le mariage. Les femmes ont l'impression qu'on leur demande beaucoup. Mais la femme, si elle ne tient pas le mariage, il y a de fortes chances que... L'homme s'en fout. Bon, on ne peut même pas dire que l'homme s'en fout. Peut-être qu'il ne s'en fout pas. Il ne sait trop comment s'y prendre parce qu'il a un autre rôle à jouer dans le couple. Maintenant, si on inverse le rôle, on dit que bon, mais maintenant que l'homme booste alors le mariage, la femme sera malheureuse. Donc, il faut laisser à la femme sa place. Elle a des qualités importantes, des qualités extraordinaires qui permettent qu'elle puisse amener de l'harmonie dans sa famille et qu'elle stabilise sa vie de couple. Or, l'homme doit aimer sa femme. Ça, c'est ce qui est recommandé. Même comme la société veut transformer ça aujourd'hui, qui doit aimer 10 femmes. On voit les conséquences de tout ça. L'homme est le chef de la famille. Il doit s'occuper de sa famille. En général, on voit que c'est les hommes qui s'occupent des femmes. Hein. Il y a des femmes qui ne font rien. Il y a des prostituées qui sont là. L'homme leur donne l'argent. La femme travaille. L'homme vient encore lui donner l'argent et ainsi de suite. Ça dépend de l'organisation du couple. Maintenant, il y a des choses dans la maison qui sont propres à l'homme. Par exemple, quand un homme est dans la famille, il y a des femmes qui m'ont dit que si je n'étais pas mariée, je ne sais pas comment j'allais éduquer mes enfants. Parce que les enfants, à un certain âge, surtout à l'adolescence, ils commencent à déranger. La femme dit toujours que quand les enfants apprennent que attendez que votre père rentre, ils se tassent. Ils se tassent parce qu'ils savent que la voix de l'homme porte et qu'il peut taper le poing sur la table. L'homme, par exemple, s'occupe de certaines choses à la maison. Par exemple, moi, le courant et moi, on n'est pas des amis.
S'il y a des problèmes, par exemple, d'électricité, des problèmes de famille, il y a eu un deuil dans la famille, la femme attend que son mari arrive parfois, l'homme se met devant, il faut mettre peut-être un cadavre à la morgue, l'homme le fait. On ne cite pas beaucoup ces choses, mais les hommes le font. Maintenant, les femmes aussi jouent un autre rôle dans la maison. Les femmes sont là pour amener, pour apaiser, pour donner de l'affection et ainsi de suite. Pour maintenir l'équilibre dans le foyer. Donc, si vous vous mettez en tête que l'homme ne joue pas son rôle, là vous allez tout foutre en l'air. Vous n'avez pas compris où je veux aller. Je dis malheureusement, l'éducation qu'on a donnée aux hommes, on n'éduque même pas les hommes au mariage. Les personnes qu'on éduque plus au mariage dans notre société, c'est les femmes. Voilà ton rôle. Tu devras faire ci, ça, 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 ça. À l'homme, on ne lui dit rien sauf qu'il faut commander. C'est pour ça qu'ils arrivent dans des mariages et c'est pour ça que ça ne marche pas. Si on leur avait donné également les mêmes conseils, s'ils étaient allés à l'école de l'amour pour apprendre à aimer, pour apprendre à aimer leur femme, leur épouse, il y aurait moins de problèmes. Dans notre société, on a appris à l'homme que elle te dérange, tu prends une deuxième femme. C'est-à-dire le problème va toujours rester. Non, mais il a vu ça chez ses parents. Oui, il reproduit la même chose. Oui, parce que la deuxième femme qui va venir va encore le déranger. Il ira prendre une troisième. Alors qu'il y a un véritable problème, il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse une introspection et qu'on se remette en cause pour avancer. Mais malheureusement, notre société n'a pas vu ça, malheureusement. Oui, il y a aussi un autre problème. C'est vrai que dans certaines familles, on éduque les hommes, hein, parce que parfois, quand les mariages se gâtent, la belle-fille va voir le beau-parent, le beau-père ou la belle-mère. C'est eux qui viennent souvent parler, et puis l'homme se met à sa place. Donc, on éduque quand même. Mais il y a aussi... Donc, quand il est déjà marié, c'est là qu'on vient éduquer. Non, même avant, on donne les conseils. Pourquoi certaines personnes, certains parents disent à leur fils, tel que nous t'avons élevé, vraiment, on ne voudrait pas que tu te mettes avec telle personne ou avec telle autre. Parce qu'ils lui ont donné une certaine éducation. Maintenant, il y a un problème qui se pose aussi dans la société. Les femmes n'acceptent pas, comment on appelle ça, la domination de l'homme. Bon, la domination, c'est trop dit. Les femmes n'acceptent pas de se soumettre. Les femmes pensent que la soumission les rabaisse, que la soumission c'est une punition pour elles, alors que ce n'est pas ça. La soumission, c'est juste une question d'ordre. Si on demande à quelqu'un de respecter, par exemple, son patron, ça ne veut pas dire que le patron, c'est lui qui va gérer notre vie à la maison. C'est parce qu'on le respecte, parce qu'il a sa place. C'est parce qu'il est notre chef hiérarchique. Mais les femmes prennent des décisions importantes dans les familles. Dans certains foyers, quand la femme dit non, c'est non. L'homme va revenir dire après que c'est que je ne veux pas, il saura comment, il peut expliquer même parfois à sa famille pourquoi il a refusé de faire telle ou telle chose. On commence à accuser sa femme que c'est sa femme qui a parlé, alors que cette femme est soumise. Donc la soumission, ce n'est pas une honte. C'est Dieu qui a institué ça. Il a dit à sa femme, à l'homme, tu dois aimer ta femme. Un homme doit aimer sa femme. Pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que Dieu sait que l'homme peut aimer sa femme, mais parfois il est dispersé. Il va aimer sa femme, il va aimer sa mère, il va aimer un match de football, il peut même aimer une autre femme. Et il a demandé à sa femme de se soumettre à son mari. Et il sait que parfois, parce que l'homme est un peu instable, ou bien parce qu'il n'est pas responsable, la femme peut arriver à ne pas se soumettre. Ou alors, parce que la femme s'estime trop importante, elle se retrouve en fait de ne pas se soumettre. Oui. Celle qui refuse de faire ça, parfois, elle regrette. Je pose une question à vous deux. Et je voudrais des réponses franches. Parce que dans cette émission, on est très franc et sincère. Vous avez un époux qui vous tape à longueur de journée. Un homme qui vous tape à longueur de journée, qui ne vous respecte pas, qui passe toutes les nuits dehors, il boit avec ses amis, parfois il tape 2 jours, il ne vient pas, il ne vous rationne pas, il ne s'occupe pas des enfants, etc. L'amour, quand vous cherchez l'amour chez lui, vous ne voyez pas. Quand il vous parle, c'est toujours avec arrogance, avec mépris. D'ailleurs, il vous fait croire que vous êtes rien, parce qu'il y a des hommes qui te disent que tu ne vaux rien sur cette... Ils te chosifient. Je pose la question à vous sincèrement. Pensez-vous que vous pourrez être soumise à un homme pareil? Répondez sincèrement. Là-bas, il n'y a pas soumission. Sincèrement, il n'y a pas. Je ne sais même pas pourquoi, lorsqu'il y a une situation comme ça, toi, madame, tu es encore là. Enfin, pas particulièrement, sincèrement. Si on ne peut pas s'entendre,
Si, déjà, si on ne peut pas s'entendre vraiment, c'est pas la peine qu'on continue à vivre ensemble, ça sincèrement. Arriver jusqu'à la bastonnade et que vous êtes toujours là. On vous chosifie, on est arrogant envers vous. Vous êtes, non, vraiment, excusez-moi, moi je prends mes bagages et je m'en vais, sincèrement. Parce que ça ne sert à rien de continuer à attacher l'autre quand vous savez que vous ne pouvez pas rendre cette personne heureuse. Là, ce n'est plus le mariage. Vraiment, excusez-moi, hein, ça n'engage que moi. Là, vraiment, ce n'est plus le mariage. L'amour, là, ce n'est plus là. Le mariage, là même, comme on prend ça dans son sens, ce n'est plus là. Je prends mes bagages, je demande le divorce et je te laisse dans ta débauche. Et je sais que cette situation va te conduire dans un mètre sur deux. Je prends mes bagages et je m'en vais. Moi, je vais répondre franchement, je vais répondre en tant que travailleuse sociale. Parce que s'il y a un couple pareil qui se retrouve, par exemple, en face de moi, qu'est-ce que je fais? Je dis à la femme, ok, comme il a bu hier, il a bu avant-hier, il ne fait que boire, il faut le quitter. Ce n'est pas ce que je dis, parce que l'objectif, ce n'est pas de casser les mariages. L'objectif des gens qui travaillent dans le social, c'est d'essayer de récupérer tout le monde. Maintenant, monsieur boit beaucoup. Comment on appelle ça? Il est violent. Qu'est-ce qui l'amène à boire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que monsieur s'exprime. Pourquoi est-ce qu'il est violent? Dans quelles conditions il a grandi? Comment est-ce qu'il a commencé à boire? Est-ce que sa femme même ne l'amène pas à être violent? Il faut répondre à un certain nombre de questions. C'est après tout cela qu'on va prendre une décision en fonction de la femme. Parce que Madame Mouchili, par exemple, va dire que... Non, après les tentatives d'arrangement, s'il n'y a pas de... Voilà. On s'en va. Voilà, maintenant... On fait des efforts. On s'en veut ramener. S'il ne veut pas se remettre, ça c'est pas la peine. Oui, parce qu'il y en a qui ont aussi réussi à ramener... Oui, si on réussit à les ramener et qu'ils se remettent sur le droit chemin, bon, et qu'ils aspirent à continuer à vivre avec toi. Oui. Hein, c'est aussi ça le problème. Oui, oui. Hein, s'ils veulent bien continuer leur vie avec toi, voilà. Là, tu te mets dans une posture où tu te dis, ok, la situation est telle qu'elle est, j'essaie un peu de recadrer les choses. Si lui, il accepte ce recadrage, il n'y a pas de problème, vous avancez. Mais s'il n'accepte pas, moi j'ai connu... Après, même tentative d'arrangement, mais... J'ai connu une famille, hein. Le père buvait et il avait vraiment une mauvaise langue. Sa femme et lui, malgré cette situation, ont réussi à élever leurs enfants et enfin des enfants bien. Je n'ai pas dit que c'était que son seul problème, c'était la boisson. Hein. Oui, je comprends. Non, ne vous basez pas sur ça. Il ne vous aime pas. Vous le sentez. Il a des maîtresses incroyables. Il passe son temps dehors. Quand il a fini dans tout ça, il boit, il vous tape en même temps. C'est-à-dire, vous n'avez pas la paix. Vos amis qui vous ont connu jeune, avant de vous marier, vous savez que vous étiez une femme resplendissante. Quand on vous voit, vous êtes comme une loque humaine. C'est de ça. Moi, je ne parle pas d'un homme qui a un problème de boisson. Je parle d'un homme qui a tout ça à la fois. Et je pose la question, peut-on être soumise à un homme pareil? Moi, c'est ça que je dis. Que oui. Je réponds franchement. On fait notre devoir. Parce que si... Non, ça, vous pouvez le vérifier. Chacun fait son devoir. Si j'ai un homme en face de moi qui ne m'aime pas, qui est violent, qui est ci, qui est ça, si je pars faire la même chose, qu'est-ce que ça va donner? Mais pendant que je suis en train de chercher la solution, je me plie. Je me plie, ne serait-ce que pour sauvegarder ma vie. Et peut-être celle des enfants si j'en ai. Maintenant, quand on se retrouve en face des personnes qui peuvent résoudre le problème, ils ne vont pas trancher ça comme ça. On va chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la première réaction des travailleurs sociaux, c'est de récupérer tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. De récupérer qu'est-ce qui amène les gens à être comme ça. Parce que parfois, il y a des gens qu'on aide et ils finissent par changer. Ils regrettent ce qu'ils ont fait et ils changent. Maintenant, si après avoir fait des efforts, on se rend compte que ça n'a pas marché, ça ne sert à rien de rester avec une telle personne. Là, on est obligé de se séparer de la personne. Donc, je ne peux pas répondre que si j'ai un homme qui fait ça, tout de suite, je dis non. On cherche à comprendre parce que nous, les femmes ont souvent ça. Hein. Quand elles aiment leur mari, même quand c'est difficile, elles essaient d'abord de faire tous les efforts possibles pour voir dans quelle mesure elles peuvent le récupérer. C'est quand elles se lassent. Nous, on n'a pas parlé de récupérer ou pas. On a posé la question. J'ai posé la question. Ma question, ce n'est pas à récupérer. C'est que les gens se limitent à ce que la Bible a dit quand il s'agit de la femme. Le problème, c'est qu'on a d'abord commencé par dire à l'homme d'aimer sa femme.
Et c'est l'amour de l'homme. Je posais cette question en disant que c'est l'amour que votre homme a pour vous qui va entraîner la soumission. Il y a des gens qui ont dit que soumission veut dire sous la mission. Je ne peux pas être sous la mission d'un homme qui peut me tuer. Il faut que je sois sous la mission de quelqu'un qui m'aime. Donc la soumission est inhérente à l'amour que l'homme aura pour vous. L'homme ne peut pas vous donner le désamour et vous êtes mais c'est pas possible. C'est comme vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. Sauf si vous êtes une actrice de cinéma. C'est-à-dire vous êtes en train de jouer un rôle pendant un moment. Oui, non, il faut que je fasse ma part. Pour faire ta part, il faut que ton cœur soit propre, il faut que ton corps soit bien. Il n'y a rien de plus beau que de dormir dans le lit avec un homme, on est tranquille. Mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas tranquille, mais vous allez faire votre part. Parce que c'est comme si vous étiez un acteur de cinéma, on appuie le bouton « Fais ». Ne fais pas. On est quand même des êtres humains avec des cœurs qui battent. La chamade. Je suis d'accord avec vous, Solange. Je suis d'accord oui. avec Madame Chili. Mais je dis que les gens qui viennent, les femmes même qui viennent demander des conseils, quand bien même elles ont des hommes qui sont tout ce que vous êtes en train de décrire, elles demandent des conseils. Comment je fais face à un tel homme? C'est ce que je suis en train de dire. C'est évident que quand l'homme ne peut pas changer, qu'on s'en aille. Ah. Maintenant, oui, quand il ne peut pas changer. Maintenant, là où moi j'insiste, c'est qu'il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à une telle situation. Est-ce qu'on peut nous aider la personne à changer? Est-ce qu'on peut ramener la personne? C'est-à-dire, moi, je ne peux pas prendre des décisions très, très radicales parce que c'est peut-être la déformation de métier. Je vois tellement de choses. Les gens qui sont bons changent totalement, ils deviennent mauvais. Et ceux qui sont mauvais, quelque chose les amène à regretter et puis ils deviennent bons. Donc, j'essaye toujours de voir qu'est-ce qu'on peut faire avant de prendre une décision. Oui. Moi, même si je suis en face de quelqu'un, peut-être je suis mariée et que ça ne marche pas, je ne prends pas une décision radicale. J'essaie toujours de voir il y a des étapes. Maintenant, si on est quelqu'un qui est très violent, qui met notre vie en danger, là, on est obligé de partir pour sauver notre vie. Cathy, je suis d'accord avec toi. On n'est pas là pour les séparations ni pour les divorces. Mais ce que je dis, il faut que chacun joue sa partition. Parfois, on n'est même pas l'homme de notre vie. Nous sommes en train de... quand on s'accorde à vivre ensemble, c'est pour que il y ait quand même un certain équilibre. Tout à fait. S'il n'y a pas d'équilibre et qu'on constate un déséquilibre quelque part, on cherche à faire à ce que l'équilibre soit Nous disons exactement la même chose. Après plusieurs tentatives de ramener l'équilibre, on n'arrive pas et on se rend compte qu'on est en train de piétiner sur place, on est en train de perdre le temps. Là, on est libre de prendre la décision. Autant mieux vraiment plier ses bagages et partir. Mais je dis, s'il y a possibilité de s'asseoir sur une même table et discuter, c'est bien. Et il y a des gens qui ne veulent pas, même cette assise de tête à tête là. Quand tu commences, il prend. Non, il n'est pas là. Quand tu commences, il prend ses effets, il est parti. Il est parti. Avec celui-là. Il ne veut pas qu'on fasse un arrangement. Vous voulez qu'on fasse comment? Tu peux commencer à parler avec lui. Il sort de la maison. Il y a un que je connais qui est sorti de la maison un matin. Parce que sa femme lui a dit que chérie, il faut qu'on s'asseye pour parler. Ça ne va pas. Il est sorti de la maison, Cathy. Il n'est plus jamais revenu. C'est pas bien. C'est des attitudes à décrier. Moi, je connais... Il n'est plus jamais revenu jusqu'à il est parti mourir ailleurs. Mais entre-temps, la femme est là. Et la femme, elle est restée là. Voilà. Et je l'ai vu le jour de... Il a pris une autre femme. Donc, il avait même oublié ça. Non, mais quand il part comme ça, c'est pour... Oui. Ce n'est pas pour... Je vous dis la vérité que j'étais dépassée le jour du deuil. Celle-là qu'on avait abandonnée depuis ses 20 ans. Elle est venue en blanc, elle dit qu'elle est la veuve. Moi, je me posais la question, tu es la veuve de qui? De quoi? Non, elle aimait son mari. Bon, les circonstances, les inconvénients... laissez-nous ça, 20 ans après. Ce soit plus ça. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? T'asseoir jusqu'à tu prends le bleu. Les femmes ont un cœur, les femmes ont un cœur de chair. Ah, laissez ça. C'est pour ça que je dis les femmes ont un cœur de chair, attention. On ne les tranche pas. Même mon corps ne rentre pas là-bas. Voilà. Ils savent, généralement les couples savent ce qu'ils ont. C'est pourquoi je dis que donc on ne les tranche pas comme ça, on fait attention. Oui, je voudrais lire quelques messages. Bonjour à vous, juste une question aux dames. Un homme qui a plusieurs enfants, mais qui fait la différence entre ses enfants de dedans et ceux du dehors en disant tout le temps que ceux de dedans ne sont rien. Comment sa femme peut supporter des paroles toute sa vie?
Moi, il y a des choses. Hein. Il y a des choses qui rattrapent aussi ces hommes-là. Je connais par exemple un homme qui avait l'habitude de dire ça à sa femme. Mes enfants tels, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et malheureusement, il est arrivé un malheur à ceux qui l'encensaient beaucoup. Et il est obligé de... Ça a toujours été comme ça. Ben, c'est comme ça. On ne va pas se tuer. Quand on aime nos enfants, on les aime. Hein. Parfois, ces hommes-là abandonnent même leurs femmes avec les enfants. Et puis, ils partent se mettre avec d'autres femmes. Il y a une maman qui m'a dit que son mari l'a abandonné. Il allait vivre avec une autre femme. Il a laissé, je crois, avec 7 ou 8 enfants. Et je ne peux pas donner des détails pour que les familles ne se reconnaissent pas. Aujourd'hui, monsieur rase les murs. Elle a fait des pieds et des mains pour que ses enfants, certains ont réussi. C'est lui qui se demande comment il va faire pour approcher même ses enfants. Solange, par rapport à cette personne qui pose cette question, moi je dis toujours, il faut rester calme devant certaines situations. Et s'il estime que ce sont les autres enfants qui sont meilleurs que les vôtres, madame, prenez votre mal en patience. Oubliez ça. S'il le répète de temps en temps à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vais vous dire, madame, c'est de faire des efforts pour que vos enfants deviennent des personnes de valeur demain. C'est tout ce qu'il faut faire là maintenant. On ne vous demande pas de vous séparer, votre mari vient de faire des problèmes. Non. Faites des efforts, occupez-vous de vos enfants. S'il peut s'en occuper, tant mieux. Mais pensez que ce sont ces enfants, vos enfants, qui seront vos colonnes demain. Faites des efforts pour que vos enfants deviennent des personnes de valeur, quitte à ce que les autres aussi, quitte à ce que Dieu décide de dire de votre mari, parce que à la fin, il y a toujours une mise en nu. Dieu vous met toujours à nu par rapport à vos actes. Donc, quelqu'un dit bonjour, je pense que la femme africaine, surtout, subit déjà beaucoup de frustration sociale pour toujours encourager le banditisme des hommes noirs. Je pense que la base est dans l'éducation de base. Salut, et la même personne, on n'a pas demandé à la femme d'aimer l'homme. Je pense que ce verset concerne les hommes. L'amour. Alors, si le monde veut inverser ce verset, l'homme aussi devra donc se soumettre à la femme. Si on demande maintenant à la femme aussi d'aimer, ce que l'homme va devenir plutôt, puisqu'on n'a pas demandé à la femme d'aimer dans la Bible. Dieu a demandé à l'homme à insister. Parce qu'il sait que l'homme peut se détacher. Par contre, la femme aime naturellement. Les femmes, bon, c'est vrai que les choses changent un peu dans la société. Les femmes vont naturellement vers les hommes qu'elles aiment. Par contre, l'homme, il peut aimer sa femme, mais il se détache. Après, il aime beaucoup sa femme, mais le match de football le prend tellement que sa femme passe au second plan. Dieu savait que l'homme peut être dispersé. C'est pour ça qu'il a insisté, parce que c'est que la femme aime naturellement. Maintenant, il sait que la femme peut ne pas se soumettre à son mari. À la place de l'homme, à la place de Dieu. On n'était pas dans sa tête. On n'a jamais été dans la tête de Dieu. Non, rien dans la Bible. Non, rien dans la Bible. N'interprétez pas les choses de Dieu. Parce que quand Dieu veut appeler chat, il appelle chat. S'il avait dit à la femme d'aimer, il aurait dit que et la femme qu'elle aime et elle soit soumise. N'aidez pas Dieu. Parce qu'il savait que c'est l'amour de l'homme qui va entraîner la soumission de la femme. Il le savait, puisqu'il demande à l'homme d'aimer et à la femme d'être soumise. On ne demande pas à la femme d'aimer. On demande à la femme d'être soumise. Les femmes aujourd'hui sont devenues les amoureuses. Oui, Solange. Du coup, elles ne sont plus soumises. Solange, il faut être réaliste. C'est-à-dire, entre ce que nous on pense et ce qui est réel, il y a parfois un chemin. Mais si on n'est pas réaliste, on se braque face à certaines situations, c'est nous qui souffrons. Donc, pour éviter de souffrir, soyons réalistes. Ça, c'est des choses qui ont leur place et qui ont fait leur preuve. Maintenant, c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il va faire, comment il va les prendre. Moi, je les prendrai volontiers parce que je sais qu'elles vont m'aider dans ma vie et sur le plan mental. Quelqu'un d'autre va vouloir que ça ne se passe pas comme ça, ça l'engage. Oui. Il y a quelqu'un qui nous envoie ce message, il s'appelle Bernard Enveleux. Il y a beaucoup de messages. Je reviens encore, maman Solange. Les conjoints en dehors du mariage, en dehors de l'harmonie spirituelle, émotionnelle et charnelle, il faut que le couple reste soudé pour vaincre les ennemis du mariage qui sont la jalousie, violence,
adultère, pauvreté, instabilité, querelle, irresponsabilité, haine, manque d'attention, d'amour et d'intolérance et absence de paix. Donc il faut que les couples soient soudés. Elle dit, je suis du même avis que Madame Cathy, il faut une préparation au mariage. La femme sage n'épouse pas un fou. Si tu es une femme sage, tu ne deviendras jamais l'épouse d'un homme fou. Le respect des rôles et des obligations de chaque conjoint sont à l'origine de la réussite des couples. Il faut donc établir un équilibre total sur les plans émotionnels, spirituels et charnels. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Salut à vous. Concernant la thématique du jour, c'est Francis Amand. Il ne faut pas confondre soumission et esclavage. Lorsqu'une femme est soumise à son mari, ce dernier devient comme un toutou pour elle. Il est à ses pieds parce qu'il n'a rien à lui reprocher. L'homme doit certes jouer sa partition, mais la réussite ou l'échec d'un mariage dépend de la femme. On a quelqu'un au bout de la ligne. Allô? Allô, madame? Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Allô? J'apprécie vraiment ce que... Allô? Oui? Je disais tantôt que j'apprécie vraiment ce que vous êtes en train de faire parce que ça participe, c'est en train d'édifier les masses. Donc c'était juste pour encourager et surtout la dame des services sociaux. Je pense que j'apprécie ses prises de parole. Et j'avais une conclusion, je ne sais pas qui est en train de présenter l'émission ou bien la présentatrice de l'émission ou c'est un débat, je ne sais pas. Donc j'aimerais savoir qui présente l'émission. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va juste, la mauvaise foi nous n'est pas permise dans cette émission. Aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, il est difficile, voire impossible, de voir des femmes soumises au foyer. Avec son diplôme ou autre chose, le reste c'est la grâce de Dieu. Prions. C'est tout. C'est Kofi Abeni qui nous envoie ce message. On parlait des femmes orgueilleuses tout à l'heure. Non, ce qu'il faut que nous comprenons, nous femmes, l'orgueil n'a jamais payé, l'orgueil n'arrange rien. Je dis toujours une chose, la femme doit être soumise, la femme doit s'occuper de son mari, elle doit jouer son rôle. Allô, bonjour. Allô? Oui, je m'appelle, je suis en direct à l'émission, je vous suis, ça fait plaisir de suivre les femmes entre elles qui essayent de trouver des solutions. Mais je crois aussi en même temps que vous pensez d'un côté, vous regardez uniquement les fautes des hommes qui certainement ne sont pas des saints. Mais vous oubliez certainement qu'il y a des hommes qui subissent cette charge et qui finissent par devenir des hommes qui au départ étaient bien, mais qui à un moment se retrouvent à éviter de rentrer par exemple tôt, parce que madame, il y a des hommes qui sont induits en erreur par leur époux, il y a des femmes qui parfois poussent des hommes à des actions, à des actes qui ne relèvent pas la famille. Vous comprenez que les hommes peuvent finir aussi mauvais parce qu'ils ont des femmes qui n'ont pas compris quelque chose de là. Vous mettez dans la posture une femme qui est correcte, qui se bat pour son ménage et qui tombe dans les mains d'un homme qui ne comprend peut-être pas le message, mais en face, il y a des hommes qui font tout et qui sont avec des femmes qui pensent qu'elles sont bonnes alors qu'elles ne comprennent pas et elles n'acceptent même pas comme leur disent qu'elles ont aussi des défauts. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est bon de se mettre dans cette posture. J'aime vraiment la maman Cathy. Elle essaye d'être un peu, elle ne suit pas beaucoup la foudre de la présentatrice. Elle est fougueuse. elle défend les femmes. Mais un peu de calme aussi. Vraiment, l'émission est bonne, mais vous êtes en côté. C'est un avis personnel. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Je suis comme ça tous les jours, monsieur.
qu'on parle de n'importe quel sujet, je suis comme ça, vous ne me changerez pas. Toujours avec beaucoup de passion, je fais mon travail. Et cette émission n'est pas une émission politique où je m'assois, je pose la question au camp MSC, au camp RDPC, excusez-moi, hein, et je me tais, j'attends. Ça, c'est un débat de société. Chacun a son mot à dire. C'est pour ça que cette émission s'appelle Ça débat. C'est une émission différente des autres émissions. Lorsque vous nous regardez, sachez que nous débattons ensemble. Donc, il n'y a pas ici sur ce plateau ou des spécialistes. Non, chacun donne son avis ici. Voilà. Et je laisse mes panélistes parler exactement comme il faut. Oui, et je relance juste parfois avec des exemples. Oui, bonjour, bienvenue. Oui, bienvenue maman, bonsoir. Bonsoir. Oui, très belle émission. Hein. Bon, en fait, pour moi, c'est Ludovic ici. Une émission, je suis souvent bon. En ce qui concerne les femmes, vous connaissez toujours les hommes comme il y a la tendance qui a dit à l'heure. Si vous avez une femme qui sort, et rentre à 18h, tombe directement dans son téléphone, commence à manipuler son téléphone. Wow. Pas si tu dois manger. Hein? Vous voyez, s'il y a trop de problèmes de femmes, quand vous condamnez les hommes sans savoir, vous avez Est-ce qu'on a condamné les hommes? Quand elle rentre, faisait des choses sur son téléphone. Vous ne savez pas si vous rentrez, servez-moi. On a même oublié de vous servir. Souvent, les enfants, même, tu as laissé les devoirs. On n'a même pas dit. Quand ils rentrent avant, regarde les devoirs des enfants, on ne regarde pas. Vous voyez, ça stresse. Bon, vous voyez, le choix de femmes là, je ne sais pas. C'est difficile. Moi, les deux mamans qui sont là, si je peux me les convoquer chez moi, ils seraient contents. Moi, je vous dis, je peux bien conseiller parce que là, ça va de mal en pire. Ah, on imagine. Hein. Voilà. On imagine, vous avez une femme Android. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous avez une femme Android, une femme pas sage, vous avez une femme folle. Parce que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage, c'est que quand je rentre au travail, je rentre chez moi, la première des choses que je dois faire, c'est de faire de l'homme ma priorité. Je dois apprêter son repas, je dois l'accueillir comme un pape, comme un roi. Quand il arrive, il mange, il est heureux. Et une fois qu'il est couché, maintenant je peux ouvrir mon téléphone. Dans cette émission, aujourd'hui, nous ne tirons même pas sur les hommes. D'habitude, on tire souvent sur les hommes. Nous avons tiré sur les femmes orgueilleuses. Nous avons tiré sur ces femmes-là qui ne sont pas soumises. On a tiré sur les grandes gueules. Vous vouliez qu'on fasse 2 heures seulement à tirer sur les femmes. Il fallait bien qu'on équilibre. Peut-être vous ne nous avez pas suivis au départ. Nous avons parlé de ces femmes orgueilleuses, ces femmes qui ont fait de grandes études, qui ont des gros diplômes et qui disent qu'elles ne peuvent pas accepter qu'un homme leur parle n'importe comment. Donc on a parlé de cela. Mais maintenant, peut-être on reviendra à une autre émission. Ne vous en faites pas. Autour de la famille, autour du couple, il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra là-dessus. Merci. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, je voulais apprécier le charisme de ma soeur aînée que je vois constamment parce que j'apprécie votre façon de faire et ça me galvanise beaucoup. Bon, pour le sujet du jour, moi je pense que à ce sujet de faire, on repose presque tout sur l'ordre, c'est-à-dire on ne réprimande pas les garçons. Donc, quand je vois en fait le problème de la base, c'est l'éducation. Parce que moi, les femmes sont toujours frustrées et tout, vous passez encore par eux-mêmes pour vraiment. Je pense que peut-être qu'on a travaillé en collaboration avec des frères qui ne sais pas. Mais j'aimerais intégrer ici l'éducation de vraiment, parce que c'est la base. Merci et courage à la personne. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Madame Mouchili, effectivement, comme on est en train de dire, l'éducation des hommes incombe aux mamans. Oui, les mamans ont raté. L'éducation de base, hein, des enfants en général, que ce soit filles ou garçons, il faut les mettre dans le même tas, les éduquer pour qu'ils grandissent ensemble. Mais on dit aux hommes, on dit aux garçons, ils n'entrent pas dans la cuisine, ils ne peuvent pas laver les assiettes, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire... Non, c'est une erreur. Si les parents se comportent comme ça, je crois que c'est une erreur. Et je me dis aussi, Solange, ça part des parents. Comment est-ce que le père et la mère dans la maison se comportent?
Parce que vous pouvez me dire que vous êtes soumise à votre mari, vous vous occupez de votre mari, vous occupez de votre maison, vous rangez tout, vous assurez la stabilité, la paix, l'amour, l'épanouissement dans la maison et que vos enfants sont là et qu'ils ne soient pas en train de voir ce que vous êtes en train de faire. Et que plus tard, ça ne les affecte pas. Si dans la maison, il y a les palables, il y a maman se comporte comme elle veut, elle sort, elle revient, monsieur sort, automatiquement ça va affecter les enfants et demain ils vont reproduire la même chose. Et on sera toujours tous les temps en train de se plaindre. Donc moi je dis c'est aux parents en fait c'est l'une des conséquences positives de ce confinement. Montrer de l'amour dans la maison à vos enfants. Ils reproduiront la même chose demain dans leur foyer et autour d'eux. Voilà. Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui. Oui, excusez-moi. Je suis en train de participer à l'édition là. C'est la paix sociale parce qu'elle maîtrise un peu le domaine. Vraiment, il y a des femmes, je reviens sur l'orgueil. J'ai vu un couple, moi je suis parti, mettre de l'ordre, pendant que la belle-mère voulait donner la parole, c'est la femme qui balançait les bras derrière, était en train de partir, pendant que l'homme était assis. Vous voyez, c'est cette partie qui a voulu que je revienne un peu de là, comme vous disiez que les hommes sont orgueilleux. Une belle-mère qui vient réunir l'homme, son beau-fils et sa fille, mais sa fille balance, lève et balance la main et est en train de partir. Alors il y avait problème d'infidélité que la belle-mère savait déjà et l'homme ne se retrouve plus dans le ménage aujourd'hui. À partir de là, il a noté que vraiment ça ne servait à rien. Cette femme quittait et laissait l'homme dans le lit à 5 h du matin. Voilà. Nous avons plus parlé de l'orgueil de la femme. Cathy, l'éducation des garçons et des filles, parce que notre société, malheureusement, les a stigmatisés. Le garçon ne peut pas entrer dans la cuisine, le garçon ne lave pas les assiettes, le garçon dort jusqu'à une certaine heure, on demande à la femme, lève-toi, lève-toi, commence à faire le ménage et tout. Quand tu vas aller en mariage, mais l'homme, il est là, couché, le garçon. D'ailleurs, même, il y a une grosse discrimination qui commence même en famille. Peut-être que ça c'était avant. Parfois aussi on privilégiait l'école des garçons à l'école de filles. Voilà. Mais moi j'avais des voisins à Bonabéry, ils étaient 10, 9 garçons et une fille. Cette maman a réussi à dresser les garçons. Chacun faisait, parce que la fille était parmi les petites. Oui, elle était je crois l'avant-dernière. Les premiers garçons, la maman là, elle bavardait beaucoup. Tous les matins, chacun devait faire son travail. Et ses enfants, elle a mis tous ses garçons au pas. Moi j'ai un garçon. Quand je balaye la maison, mon fils lave les toilettes ou bien il est dans la vaisselle. Et il faut pouvoir responsabiliser les enfants et leur dire pourquoi on les rend responsables. Il faut apprendre à nos enfants à être dignes. Parce que certains mamans aussi font des erreurs. Moi, je dis à mon fils, tu dois être digne de confiance. Parce que demain, si tu as une femme, tu dois te comporter de telle ou telle manière avec cette femme. C'est pour le bien de ces garçons-là. C'est pour le bien de nos enfants. Or, si on apprend aux enfants à être, par exemple, orgueilleux, la vie nous réserve des surprises désagréables, hein, que ce soit du côté de l'homme ou que de celui de la femme. Quand on est orgueilleux, on ne progresse pas. J'ai jamais vu un orgueilleux qui est allé loin. Parce que l'orgueilleux n'est pas réaliste. Il ne voit pas les choses comme les autres les voient. Il se sent au-dessus de tout et de tout le monde. Or, ce n'est pas la réalité qu'il vit. Il finit par se casser la gueule. Donc, l'éducation est très importante. Éduquons nos enfants de manière qu'ils puissent être heureux. Parce que si nos enfants sont stables dans leur couple, c'est nous qui sommes contents. On peut éduquer notre fille parce que de manière qu'elle ne se laisse pas faire dans le mariage. Mais quand elle va venir nous appeler tout le temps, maman, il s'est encore passé telle chose, il s'est passé telle autre. À la fin, on sera ridicule. Si on éduque aussi nos garçons de la même manière, c'est nous qui serons malheureux parce qu'on ne sait à qui il aura affaire à l'avenir. Il peut avoir affaire à une femme violente, il peut se retrouver même dans les médias. Il y en a qu'on a vu dans les médias parce qu'ils avaient des besoins de couple. La honte revient à qui? La honte nous reviendra. Donc, on dit que éduquer, c'est construire. Si on donne une bonne éducation à nos enfants, que ce soit à un homme, à une femme, c'est nous qui allons gagner.
Je pense que vous, en tant que maman et les téléspectateurs ne vont pas nous démentir. Nous devons faire du mieux que nous pouvons pour que nos enfants soient bien éduqués. Parfois, on dit qu'on laisse... Les hommes sont en train de dire des choses réelles. Hein. Il y a des femmes qui ont donné du fil à retordre à leur mari. Il y en a qui ont trompé leur mari. Moi, j'ai vu... oui, il y en a que les maris étaient obligés de fuir. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour que Cathy, ma femme a réussi à me convaincre que je suis un vaurier. Et la femme a reconnu elle-même a reconnu qu'elle était orgueilleuse. L'homme a épousé une autre femme et il a une vie de couple plus stable parce que la femme fait le contraire de ce que l'autre était. Donc chaque acte que nous posons va nous rattraper, que ce soit en bien ou en mal. Les hommes pensent qu'on ne parle pas, on est déséquilibré, mais non, on essaie d'être équilibré. Les hommes aussi ont quelque chose qu'ils ont réussi à imposer, les maîtresses. Ces maîtresses-là elles rendent les femmes qui sont à l'intérieur têtues. Parce qu'elles ne peuvent pas aller combattre ces maîtresses, mais elles vous donnent du fil à retordre à l'intérieur de la maison. Donc, on a imposé ça. Les hommes ont voulu que ce soit officiel. Non, quand j'ai une maîtresse, il faut qu'elle comprenne, il faut. Les femmes ont dit OK. Maintenant, quand elles ne parlent plus, elles deviennent extrêmement dangereuses. Ils ont même créé une nouvelle catégorie de femmes. À force de vivre avec un homme qui vous trompe chaque jour, à force de vivre avec un homme qui fait les enfants par-ci par-là, tu as tellement encaissé, tu as pleuré, tu as subi, ton cœur est devenu sec et fort. Tout à fait. Du coup, tu commences à faire exactement la même chose. Les femmes parlent maintenant des maîtres. Oui. Les hommes parlent des maîtres. Des amants. C'est bon pour personne. Oui. Nous devons tous malheureusement. Et les hommes ne savent pas, à force, c'est ce qu'on appelle en philosophie le maître et l'esclave. Et puis, le maître et l'esclave, à force de rester esclave, l'esclave est devenu maître et le maître est devenu esclave parce que l'esclave a tellement travaillé que finalement il est devenu le maître. Et c'est ce que malheureusement, je suis désolée de le dire, beaucoup de femmes aujourd'hui mariées, vous leur dites que son mari l'a trompé, et alors ça fait quoi? Moi-même, j'ai ma part de... Une dame avait dit un jour, quand elle va dans les réunions, on dit qu'on ne pleure plus de ces choses. Oui. Je voudrais aussi souligner quelque chose. La polygamie. Allô? Comme les hommes... Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle monsieur Edouard Célestin depuis Obala. Célestin Etoa, depuis Obala, nous vous écoutons. Obala. Obala, oui. Oui, je vous félicite. Je vous félicite d'abord de vos brillantes interventions sur le plateau. Ma question est la suivante. Il y a certaines femmes qui sont employées dans diverses structures, en particulier des journalistes, en particulier des femmes journalistes et médecins. La majorité de ces femmes affichent comme astuce d'être très occupées par des reportages et d'autres par des urgences au quotidien dans leur formation sanitaire et n'ont pratiquement pas du temps à s'occuper de leur mari. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à ces dernières? Merci. Voilà, on était en train de donner des conseils. Je crois qu'on a parlé de la soumission, que la femme doit s'occuper de son mari, même si elle est médecin ou directrice de société. Madame Mouchidi disait tout à l'heure qu'elle doit mettre tout cela de côté quand elle arrive à la maison. Elle doit racheter du temps. Et ça fait parce que c'est elle qui a la responsabilité de s'occuper de mari, de donner de l'affection, de s'occuper des enfants et ainsi de suite. Ça devrait aussi en même temps, excusez-moi, je ne suis pas souvent comme ça, mais il faut rappeler aux uns aux autres leur rôle. Les hommes doivent donc comprendre aussi que quand ils passent tout le temps dehors, il est à telle mission, il est à telle réunion, il est à telle... il n'a pas le temps de rester à la maison. Ça fait du mal aux femmes. Si bien que les femmes ont fini par se trouver des occupations, elles sont même tellement occupées qu'elles n'ont plus le temps de leur mari. Après, ils vont se plaindre. Ça rejoint ce que je suis en train de dire, que chacun doit se mettre à sa place. Vraiment, il faut que je parle de la polygamie. Oui. Je pense qu'on fera une émission sur la polygamie, malheureusement. Oui. Le temps imparti. Oui, un dernier appelant. Bonjour. Allô, bonjour Solange. Bonjour. Ok, moi c'est Emmanuel de Nabéry. Oui, ma participation ce matin, c'est qu'on a un peu de tirer sur les femmes.
On dit les femmes sont orgueilleuses, c'est monté, c'est descendu. Non, non, non. Les hommes aussi, on les parle dedans. Et tout ça, c'est les parents. Les parents ont gâté les hommes d'enfance. Tout c'est l'éducation. On les a gâtés. Quand nous réveillons à 5 heures, aller travailler, les hommes sont là, nos frères étaient là, ils dormaient. Ils ont grandi avec. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se répète dans les foyers. C'est ce qui se répète dans les foyers aujourd'hui. Le respect est mutuel dans un foyer. Personne n'a le droit de faire l'orgueil dans un couple. Personne, ça ne donne pas, ça va toujours se briser les problèmes. Ça va toujours se briser. Moi, je sais de quoi je vous parle. Les femmes, arrêtons l'orgueil. Les hommes, arrêtons aussi. Arrêtez vos orgueils. Et vous, sur les hommes, je vous dis plus sur les hommes. Arrêtez les orgueils, ça ne paye pas. Arrêtez de nous blâmer avec les tisas. Si ça ne donne pas, on est plus ça. Mettons le genou au sol, prions le Seigneur Dieu. Et bonne émission. Merci. On revient sur la polygamie la semaine prochaine. Oui. Voilà. La polygamie pendant le Covid. Ce que je vais dire souvent, c'est que nous avons tous besoin d'une éducation. Que ce soit les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde a besoin d'être rééduqué. Parce que ce qui pose problème là maintenant, c'est le problème d'éducation. Nous n'avons pas reçu l'éducation qu'il fallait pour que nous créions un foyer stable et harmonieux. Bon, maintenant, on vit ce qu'on vit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun se remette sur la table. Que mon rôle, c'est quoi dans la maison? Chacun joue son rôle et les choses vont redevenir à la normale. Les femmes, soyez soumises, aimez vos maris, jouez votre rôle à la maison, occupez-vous de vos tâches. Vous avez les tâches à la maison. Enlever la casquette de je suis journaliste, je suis ministre, je suis directeur, rentrez à la maison, renouez votre pain, allez à la cuisine. Même s'il faut faire le feu de bois, faites le feu de bois, faites des bons mets pour vos enfants, pour vos maris, ils seront très heureux. Occupez-vous de votre maison, personne ne viendra vous l'arracher. Vous allez voir que tout va rentrer à l'homme là qui est toujours en train, qui a la tête dehors là. Quand il va se rendre compte que vous vous comportez comme ça, vous êtes soumise à la maison, vous êtes humble, parce que c'est l'humilité, hein. Quand il va sentir que vous avez revêtu le chapeau de l'humilité, lui-même, son orgueil là va descendre. Il y a plusieurs manières de faire descendre l'orgueil des hommes. C'est vrai qu'il n'y a que Dieu pour briser l'orgueil des hommes, mais la femme a aussi ce pouvoir-là de briser l'orgueil de l'homme, mais pas avec la violence, pas avec l'orgueil aussi, pas avec je suis, non. Il y a des manières, vous êtes soumise, vous faites votre travail à la maison, le calme, la patience, la tempérance. Tout va beaucoup jouer sur votre mari et vous allez le récupérer. Voilà. Cathy? Nous tous, nous savons ce que je sais que quel auteur avait dit. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Éduquer, c'est construire. Éduquons nos enfants, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que c'est pour notre bien, c'est pour leur bien. L'humilité est une force. C'est l'orgueil qui est une faiblesse. L'orgueil nous déconnecte complètement de la réalité. Les hommes ont dit ici que les femmes doivent être soumises, elles doivent s'occuper de tout ça. C'est vrai. Femmes, faisons-le. Mais maintenant, il ne faut pas que les hommes profitent de la bonté de cœur des hommes, des femmes, de leur soumission pour les asservir. Les femmes aussi veulent que les hommes reviennent à la raison. Oui. Maintenant, quand l'homme revient à la raison, ne pensez pas que c'est parce qu'il n'a pas pu trouver mieux ailleurs. Vous commencez à le mépriser. Si chacun de nous se met à sa place, il y aura de l'harmonie dans le couple. Moi, je pense qu'on ne doit pas tirer sur les uns et laisser les autres. On doit essayer de récupérer tout le monde. Nous devons tous nous entendre. Avec ça, nous ferons des sociétés fortes. Des sociétés fortes en tout cas. Merci les filles, merci d'avoir été avec moi encore ce jour. Madame Mouchili, merci beaucoup. Merci des conseils, merci Cathy. Il y a des gens qui demandent comment est-ce que je fais pour avoir Cathy. Il passe par vous comme voilà. Je vous donnerai le numéro inbox sur la page de sa débat. Donc vous pouvez à tout moment nous envoyer. Il y a déjà des questions, donc inbox, je donnerai le numéro de Cathy pour ceux qui voudraient la rencontrer s'ils ont des problèmes. Nous avons essayé de débattre cet après-midi sur
Alors, le couple en temps de confinement, ce n'est pas facile, ça ne marche pas toujours, surtout lorsqu'on s'est marié pour de fausses raisons, parce que la réalité est là, il faut vivre dans la même maison, il n'y a plus moyen de monter, de descendre, vous vivez les réalités. Si vous ne vous êtes pas aimé véritablement, vous allez vous rendre compte que ce n'est que la séparation, mais par contre, si vous êtes marié pour de bonnes raisons, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de privilège même, un moment qu'on aimerait revivre même dans les années à venir. En tout cas, aimez-vous, c'est la seule chose qu'on pourra dire aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé ce débat. On se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons de la polygamie, justement en ce moment de coronavirus. Comment est-ce que les polygames vivent cela? Surtout les polygames qui ont des femmes par-ci, par-là, qui ne vivent pas dans la même maison. Comment est-ce qu'ils gèrent ce moment-là? Et ceux qui ont des maîtresses, comment est-ce que ça se passe? Bref, soyez au rendez-vous samedi prochain dès 13h. Portez-vous bien. Merci de votre fidélité à STV. Au revoir.